Donc, je tiens à remercier tout d'abord l'association des psychiatres, plutôt des médecins généralistes libéraux de la wilaya de Béjaïa, pour l'invitation et pour l'organisation de ces 2 journées. Donc, en ce qui me concerne, je vais essayer de vous donner quelques données cliniques, neurobiologiques et psychopharmacologiques de l'anxiété et de la dépression. Mais avant cela, l'ampleur du phénomène de l'anxiété et la dépression. Les troubles anxieux et la dépression sont les troubles les plus fréquents rencontrés en médecine générale. Ainsi, pour les troubles anxieux, plusieurs études réalisées retrouvent une prévalence sur la vie de tous les troubles anxieux de 15 à 20%. C'est des chiffres de l'OMS. Avec 6% pour les troubles de l'anxiété généralisée, c'est l'anxiété chronique. 3% pour les troubles paniques, c'est l'anxiété aiguë. Les phobies spécifiques représentent quand même 11,6%. Et enfin, la phobie sociale, environ 5%. Pour la dépression, la prévalence volontaire varie de 6,5 à 21% en fonction des pays dans le monde. Donc l'anxiété cause la dépression. Cette anxiété, elle peut correspondre donc, à l'anxiété de tous les jours, l'anxiété en rapport avec les événements de vie stressants, ou bien les épreuves de vie, comme elle peut prendre la forme d'un trouble anxieux, bien caractérisé, au premier rang desquels le TAG, le trouble anxiété généralisée, l'état de stress post-traumatique se complique. Beaucoup de dépression. Toujours est-il que la dépression et les troubles anxieux, qui sont si fréquents, guérissent en grande majorité des cas quand ils sont correctement traités. Et bon nombre ne relèvent pas nécessairement de soins spécialisés. Un médecin omnipraticien peut facilement prendre en charge beaucoup de dépression. Description des troubles de l'humeur selon le DSM-5. En psychiatrie, on travaille avec le DSM, le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, édité par l'APA, l'Association des psychiatres américains. Et on est à la 5e révision. Il a été révisé en fin 2013. Nous, on a commencé à travailler avec une année après, donc on a attendu la traduction qui s'est faite en France. Donc le DSM, il décrit 4 épisodes de l'humeur. Il décrit la manie, l'excitation maniaque, l'exaltation maniaque, qui est diamétralement opposée à la dépression. L'hypomanie, c'est de la manie, mais à un degré moindre. La dépression. Et enfin, l'épisode mixte. L'épisode mixte a été supprimé de la 5e révision du DSM parce que ce n'est pas possible. Et c'est difficile de retrouver tous les symptômes maniaques et dépressifs en même temps chez le malade. Ils ont remplacé ça par une spécification qui s'appelle des caractéristiques. Donc on peut retrouver une dépression avec des caractéristiques maniaques. Quand on a 1 ou 2 symptômes maniaques, chez quelqu'un qui déprime, qui est triste et ainsi de suite, mais il a une petite excitation d'une fonction, c'est de la mixité. Pourquoi on parle de mixité? Parce que le traitement, quand il y a de la mixité, une dépression avec quelques éléments de mixité, le traitement, on ne traite plus avec des antidépresseurs, on traite avec autre chose. C'est pour cela, c'est individualiser cette caractéristique de mixité. Les différents symptômes d'un épisode dépressif caractérisé, en fait, il y a 9 symptômes, faciles à retenir. Et pour la dépression, le cœur de la dépression, on va voir par la suite les troubles anxieux, on retrouve beaucoup de troubles, beaucoup de caractères ou bien beaucoup de troubles dans la dépression et dans l'anxiété. Mais le cœur de la dépression, c'est les 2 premiers. Une humeur dépressive, une apathie ou bien une perte du goût et du plaisir. Ça, obligatoirement, on doit retrouver soit un ou les 2, obligatoirement. Et on associe 4 autres parmi les 7 restants. Des problèmes du sommeil, une perte du poids, ou bien un gain du poids, une agitation, ou bien un ralentissement psychomoteur, de la fatigue, de la culpabilité et de la dévalorisation, ou bien des idées de culpabilité et de dévalorisation, une perturbation des fonctions exécutives, la concentration, la décision et ainsi de suite, qui sont perturbées dans la dépression, et enfin une idéation suicidaire. Donc, pour parler de dépression, pour poser le diagnostic de dépression selon le DSM-5 actuellement, il faut absolument avoir 5 symptômes, dont 1 et 2 obligatoirement, plus 4 en bas. On va les voir par la suite dans les critères. Symptômes et circuits de la dépression. Les symptômes en rapport
avec l'humeur peuvent être caractérisés selon leur expression affective. C'est-à-dire ces symptômes engendrent soit une diminution des affects positifs. Dans la dépression, c'est difficile. L'individu n'a pas beaucoup d'affects dépressifs. On a beau faire de l'humour avec lui, on va essayer, il n'est pas très réceptif à ça. Donc on retrouve une diminution des affects positifs, une augmentation des affects négatifs. La diminution des affects positifs inclut les symptômes suivants. Une humeur dépressive, c'est-à-dire triste, on voit de la tristesse, une perte de la sensation du bonheur, le dépressif il n'a pas cette capacité à sentir la joie, une perte de l'intérêt et du plaisir, une perte de l'énergie et de l'enthousiasme, une réduction de la vivacité, une diminution de la confiance en soi. Ça, c'est les affects négatifs, positifs qui sont diminués. Cela, d'un point de vue biochimique, ils sont en rapport plutôt à un dysfonctionnement d'un neurotransmetteur, la dopamine, et accessoirement de la noradrénaline. Pour l'augmentation des affects négatifs, les symptômes incluent les symptômes suivants, l'humeur dépressive toujours, la culpabilité, le sentiment de dégoût, la peur, l'anxiété, l'hostilité, l'irritabilité et le sentiment de solitude. Ceux-là, ils sont plus en rapport avec un déficit ou un dysfonctionnement sérotoninergique, plus ou moins noradrénergique. On les distingue par rapport au traitement. Donc, quand on reçoit quelqu'un qui déprime, quand il a plus ce genre de symptômes, on va lui proposer une molécule qui a une action surtout sur la sérotonine. Quand il y a plus ce genre de symptômes, on va proposer une molécule qui a une action pour augmenter la noradrénaline, voire la dopamine, voire une molécule qui est mixte. On va voir par la suite les différentes molécules. De la même façon, les données de la neuroimagerie mettent en évidence des résultats suivants. Dans la dépression, on retrouve l'activité au repos est basse dans le cortex préfrontal dorsolatéral. C'est là où il y a des symptômes en rapport avec la cognition. La cognition de quelqu'un qui est déprimé, elle est abaissée. Voilà. Et en parallèle, de l'autre côté, on a une augmentation, une élévation de l'activité au niveau du cortex préfrontal ventromédial et de l'amygdale qui sont le siège des symptômes affectifs. De la même façon, le patient déprimé aussi serait plus réactif à l'induction de la tristesse qu'à l'induction de la joie. Donc, ici, schématisé ici par le cortex préfrontal ventromédial et l'amygdale, qui sont les centres des symptômes affectifs qui sont importants. De la même façon, pour les troubles anxieux, pour l'anxiété, il faut savoir que l'anxiété en tant que phénotype observé chez l'individu, on parle de syndrome anxieux, on peut le scinder en deux symptômes. La peur, ou bien l'anxiété, qui est en rapport avec l'amygdale, et l'inquiétude, ce sentiment d'inquiétude. Il y a une peur qui peut être une peur panique, une peur phobique, et l'inquiétude, c'est la tension affective et l'évitement, ou bien l'attente du danger. D'un point de vue biologique, neurologique, ils dépendent de deux structures différentes. Ainsi, dans un trouble anxiété généralisée, il y a un dysfonctionnement de l'amygdale et des boucles cortico-striato-thalamo-corticales de l'inquiétude. Ce dysfonctionnement, il est incessant, permanent, mais peu sévère. Ça explique un petit peu la clinique de l'anxiété généralisée. L'individu, il est anxieux tout le temps, mais ce n'est pas sévère, contrairement aux troubles paniques, les crises d'angoisse aiguë, où ce dysfonctionnement, il est intermittent, mais catastrophique, qui survient de façon inattendue. L'attaque de panique, c'est la survenue de symptômes brutalement qui atteignent l'acmé en des minutes. Dans la phobie sociale, ce dysfonctionnement, il est attendu. Quand on est face à une situation qu'on redoute, une situation sociale qu'on redoute, il y a le dysfonctionnement. Dans l'état de stress post-traumatique, ce dysfonctionnement, il est conditionné, soit par la présence d'un événement, ou bien par le souvenir de l'événement en lui-même. On va voir par la suite. Donc, dans le DSM-5, les critères diagnostiques du DSM-5, pour parler de dépression, pour poser le diagnostic de dépression, on a plusieurs critères. Le critère A, c'est au moins 5 des symptômes suivants
qui seront présents pendant au moins 2 semaines. Si on a 5 symptômes pendant 10 jours, on n'a pas le droit de parler de dépression selon le DSM-5. Donc les 9 critères qu'on a vu tout à l'heure, l'humeur dépressive, apathie, perte ou gain du poids, insomnie ou hypersomnie, on va voir par la suite pourquoi insomnie et hypersomnie, agitation ou ralentissement, fatigue ou perte d'énergie, sentiment de dévalorisation, de culpabilité, diminution de l'aptitude à penser, c'est la baisse des fonctions exécutives, et enfin, des pensées de mort récurrentes. Donc ici, on a besoin de 5 symptômes, dont le 1 et le 2 obligatoires. Donc le critère B, il faut que ces symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative. S'il y a un trouble qui n'entraîne pas une souffrance, c'est plus un trouble, c'est plus une maladie. Donc ça entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social ou professionnel. Le critère C, il faut un diagnostic différentiel. Obligé, il faut éliminer une affection médicale générale ou bien une prise de substance. J'ai mis en nota bene, ça c'est nouveau par rapport au DSM-5. Avant, dans les DSM passés, le 3 révisé, le 4 révisé, on ne pouvait pas poser le diagnostic de dépression quand il y a un deuil, quand il y a un décès dans la famille, ainsi de suite. Il faut attendre au moins 2 mois pour poser le diagnostic de dépression. Les Américains, dans le DSM-5, ils ont dit non. Il y a des gens qui sont fragiles, peuvent développer des dépressions dans la semaine ou bien les jours suivant le deuil. Ils laissent quand même le jugement clinique qui le psychiatre ou bien le médecin, et ainsi de suite, peut traiter et proposer un traitement antidépresseur, même pendant le deuil. Ça, c'est une nouveauté du DSM-5. Je vais vous parler de quelques formes cliniques, notamment la plus importante, ce qu'on appelle la dépression bipolaire. Avant, les anciennes conceptions, on disait que 86% des dépressions, c'est des dépressions unipolaires. C'est-à-dire qui nécessitent des antidépresseurs et puis c'est tout. Et que uniquement 14%, c'est des dépressions en rapport avec la bipolarité, le spectre bipolaire. Dont 2% pour le bipolaire de type 1, c'est-à-dire c'est un patient qui fait des dépressions avec des accès maniaques. 2% pour le bipolaire de type 2, c'est-à-dire c'est un patient qui est bipolaire mais il fait des hypomanies, pas des manies, et des dépressions. Et 10% non spécifiés, c'est-à-dire ils n'atteignent pas le niveau d'un bipolaire type 1 et type 2. Actuellement, on s'est rendu compte que finalement, il y a beaucoup de bipolarité dans les dépressions et que 50% uniquement des dépressions étaient unipolaires et que 50% restants, c'est des troubles, c'est des dépressions en rapport avec une pathologie bipolaire. On distingue ça parce que le traitement, il est crucial ici. Quand on soigne avec des antidépresseurs, des dépressions bipolaires, ça donne l'inversion de l'humeur, des suicides, etc., etc., etc. Je vais en parler par la suite. Donc, comment faire pour détecter cette bipolarité? C'est à la portée de tout le monde. Il faut poser quelques questions. Les Américains, ils posent 2 questions. Qui est votre papa? Pour chercher un petit peu l'hérédité. Quels sont vos antécédents familiaux de troubles de l'humeur? Donc, si je reçois un dépressif, il faut chercher, est-ce qu'il y a eu dans ces antécédents familiaux des gens qui souffrent de troubles de l'humeur? S'il y a d'hérédité, il faut faire attention. Peut-être il y a la bipolarité derrière. Est-ce qu'il y a eu des hospitalisations psychiatriques? Donc, s'il y a des parents hospitalisés en psychiatrie, forcément, ils souffrent de pathologies psychiatriques invalidantes et importantes, notamment la dépression bipolaire, l'excitation maniaque, la schizophrénie. Donc, il y a un risque d'être de bipolarité. Est-ce qu'il y a eu des antécédents de suicide dans la famille? Quand on reçoit un dépressif la première fois, on ne sait pas s'il est bipolaire ou pas, mais s'il vous dit mon frère, mon père et ainsi de suite se sont suicidés, il y a de fortes chances qu'ils ont présenté des dépressions bipolaires parce que c'est eux qui se suicident le plus. Est-ce qu'un traitement a été utilisé, les sels de lithium, les thymorégulateurs, les antipsychotiques, parmi vos parents? En fait, est-ce que quelqu'un parmi vos parents ont bénéficié d'un traitement par l'électroconvulsivothérapie qui n'est pas très utilisé beaucoup en Algérie, mais en Europe et les États-Unis, l'électroconvulsivothérapie est utilisée énormément. Donc la deuxième question, où est votre maman? Pour pouvoir lui poser des questions et chercher s'il n'y a pas des symptômes cliniques en rapport avec une excitation. J'ai besoin d'obtenir des informations supplémentaires sur vos antécédents de la part de l'un de vos proches, par exemple votre mère ou votre conjoint. Les patients peuvent
En effet, ne pas être conscient de leurs symptômes maniaques, voire hypomaniaques. Dans la manie, quand quelqu'un il fait la manie, on ne peut pas cacher ça. Mais l'hypomanie, des fois, c'est un jour, 10 jours. C'est quelqu'un qui déprime, mais un jour, il a un peu de punch et ainsi de suite. C'est pas du punch, c'est de l'excitation. Donc, il faut chercher. Le deuxième point, donc après les antécédents, les caractéristiques du tableau clinique aussi de la dépression peuvent nous orienter sur une histoire de bipolarité. Notamment, les dépressions bipolaires se caractérisent par plus de temps de sommeil. Dans la dépression, on s'attend à ce que l'individu présente une insomnie. Et là, non, il y a une hypersomnie. Ça, c'est un indice clinique d'une éventuelle bipolarité, donc il faut faire attention. Une hyperphagie, normalement, quand on déprime, on n'a pas envie de manger, mais il y a certains patients qui mangent beaucoup, au contraire, au moment de la dépression. C'est un indice clinique aussi de bipolarité. L'anxiété comorbide, quand il y a beaucoup d'anxiété aussi, il faut faire attention. Un ralentissement psychomoteur sévère aussi, c'est un indice de bipolarité. Une labilité de l'humeur, dans la dépression, normalement, on a une tristesse de l'humeur, mais si cette humeur, elle varie durant la journée, ainsi de suite, il faut faire attention aussi. C'est un indice de bipolarité. Les symptômes psychotiques, quand il y a des idées délirantes, voire des hallucinations, parce qu'on peut trouver des hallucinations et des idées délirantes, même dans les troubles de l'humeur. Seulement pour faire le diagnostic, bien la part des choses entre une psychose, une schizophrénie et le trouble de... Dans le trouble de l'humeur, c'est le trouble de l'humeur qui commence. Secondairement, il y a les hallucinations et les délires. Donc, c'est des caractéristiques psychotiques. Quand on a des caractéristiques psychotiques qui s'associent à un tableau de dépression, il faut faire attention. Il y a bipolarité derrière. Enfin, l'idéation suicidaire. C'est vrai, tous les dépressifs se suicident, mais quand il y a une endogénéité, quand il y a un problème de bipolarité, ils se suicident le plus. Je vais dire un mot aussi concernant les dépressions chez la femme en fonction de leur cycle de vie. On sait qu'il y a une forte prévalence de la dépression chez la femme. C'est en rapport, donc, à une fluctuation de taux d'œstrogène. Il y a des périodes de vulnérabilité, notamment le postpartum, et surtout la périménopause, où il y a une chute des oestrogènes. D'ailleurs, il faut toujours proposer des traitements hormonaux substitutifs chez des patientes qui ont fait déjà des dépressions. Donc l'incidence de la dépression au cours du cycle de vie des femmes correspond au changement du niveau d'oestrogène. Ainsi, avant la puberté et après la ménopause, c'est la même incidence chez l'homme. Au cours des années de procréation, l'incidence de la dépression chez la femme est 2 à 3 fois plus importante que chez l'homme. Pour l'homme, l'incidence de la dépression au cours du cycle de vie des hommes, chez les hommes, l'incidence de la dépression augmente à la puberté et en gros reste constante tout le long de la vie, malgré un niveau de testostérone qui commence à diminuer à partir de 25 ans. Donc, il n'y a pas de relation entre testostérone et dépression, contrairement aux oestrogènes. Je vais dire aussi un mot concernant les dépressions masquées et polysymptomatiques. Il ne vient pas nous voir en psychiatrie, il préfère aller voir les autres collègues. Le caractère frustre des symptômes, le caractère bien moindre des symptômes ici, le plus souvent il est qu'apparent. Et un examen attentif du patient, notamment une recherche soigneuse des éléments de ralentissement psychomoteur, permet le diagnostic. La dépression masquée se manifeste par des symptômes somatiques ou psychiques, des plaintes vagues, exprimées sur un mode hypochondriaque, variable d'un jour à l'autre, avec prédominance matinale, avec un caractère diffus et non systématisé, une association fréquente avec des troubles de l'humeur. Les symptômes psychiques, généralement, qu'on retrouve, c'est des troubles du caractère, d'apparition récente, chez quelqu'un qui n'avait pas de problème, des troubles du caractère, des troubles isolés de l'alimentation, des troubles sexuels ou une toxicomanie. Les symptômes somatiques, c'est des céphalées, fatigue générale, paresthésie, gêne, douleur précordiale. Dans tous les cas, le caractère relativement récent est un argument diagnostique. Donc ça passe par une bonne anamnèse pour voir que c'est vraiment récent, il n'y a pas d'hérédité et ainsi de suite. De même que la sensibilité aux antidépresseurs confirmera le diagnostic a posteriori. Un petit mot concernant les dépressions selon l'âge. L'adolescent, elle est fréquente. La sémiologie, elle est proche de l'adulte, mais il y a quelques caractéristiques.
On y retrouve notamment d'une façon régulière des idées d'autodépréciation, le sentiment d'insuffisance et un vécu de rejet affectif. Il va dire que personne ne s'intéresse à moi, il ne s'entend pas avec sa famille, etc., etc. Même ces manifestations sont souvent masquées par des plaintes somatiques et hypochondriaques. La tendance à l'isolement est fréquente chez l'adulte. Elle doit faire rechercher autant une dépression qu'un éventuel retrait schizoïde. Donc, l'adulte, il faut garder à l'esprit la démence précoce. Est-ce que ce n'est pas une schizophrénie qui débute? Voilà. Après 50 ans, voilà, la survenue d'un premier épisode avait été isolée par les auteurs anciens. Il appelait la mélancolie d'involution de Kriplin, qui se caractérise plus par des idées de préjudice, de jalousie, d'indignité et de transformation en négation d'organes. Ici, il faut faire attention, diagnostic différentiel bien sûr, avec un syndrome démentiel qui débute. Un petit mot aussi concernant la dépression et l'organicité. La recherche soigneuse d'une affection somatique doit systématiquement, lors de la survenue de la dépression, parmi les affections organiques, les maladies du SNC, notamment les affections vasculaires cérébrales, les tumeurs cérébrales, l'épilepsie, les pathologies iatrogènes. On reçoit beaucoup de dépression post-corticothérapie. On reçoit aussi l'isoniazide. Beaucoup de patients traités pour des problèmes de tuberculose et ainsi de suite qui développent beaucoup de troubles anxieux et beaucoup de dépression. Les affections médicales générales, notamment la cancérologie, ce matin, le docteur Chahed en a parlé, les cancers pancréatiques qui commencent dans 37 à 40% des cas par un épisode dépressif, généralement dans spécifiquement le cancer du pancréas. J'ai des rameaux aussi concernant les comorbidités, l'association dépression et troubles anxieux. Donc il y a un chevauchement des troubles dépressifs caractérisés et des troubles anxieux. Donc si on compare les deux, donc puzzle, la dépression et de l'anxiété, ce qui caractérise la dépression, c'est l'humeur dépressive et la perte du plaisir et du goût. Dans l'anxiété, c'est plus l'anxiété et cette inquiétude. Pour les restes, on peut les retrouver dans l'un et dans l'autre. Des troubles du sommeil, de la concentration, de la fatigue, et ainsi de suite. Donc, si on veut faire un diagnostic différentiel, on parle de dépression quand on a les symptômes clés de la dépression. Et de troubles anxieux quand il y a les symptômes clés, qui sont l'anxiété et l'inquiétude. Rapidement, on va voir les différents troubles anxieux, l'anxiété généralisée, qui se caractérise donc le corps. C'est plus de la tristesse et ainsi de suite, mais c'est de l'anxiété et de l'inquiétude, avec un problème hyper-éveil, une fatigue, une concentration perturbée, le sommeil, l'irritabilité, tension musculaire. Le trouble panique, lui, il se caractérise toujours. Le cœur, c'est l'anxiété et l'inquiétude à propos des attaques de panique. Voilà, c'est survenu inattendu d'attaques de panique, avec évitement de toutes les situations qui engendrent ces attaques de panique. L'état de stress post-traumatique, donc toujours l'anxiété et l'inquiétude en rapport avec l'événement traumatique, avec des signes d'hypervigilance, de perturbation du sommeil et d'évitement. La phobie sociale, quant à elle, se manifeste toujours par de l'anxiété ou bien de la peur en réaction, en rapport avec une performance sociale, et l'inquiétude à propos de l'exposition. Donc, quand on est exposé à l'observation de l'autre, on développe cette peur. D'un point de vue neurobiologique, concernant l'anxiété, généralement, elle est en rapport. On avait dit que c'est l'amygdale, une hyperactivité au niveau de l'amygdale qui entraîne une hyperactivité des noyaux parabrachiales qui est responsable des symptômes respiratoires. Qu'on voit le locus coeruleus en rapport avec les symptômes cardiovasculaires et l'hypothalamus en rapport avec toutes les complications endocriniennes qu'on va voir maintenant. Donc, en matière d'état de stress post-traumatique, c'est l'hippocampe et réviviscence. Le centre de la mémoire, c'est au niveau de l'hippocampe. L'anxiété peut déclencher non seulement par un stimulus externe, mais aussi par des souvenirs individuels. Quelqu'un qui a été traumatisé, il va garder une trace dans l'hippocampe. Les souvenirs traumatiques stockés dans l'hippocampe peuvent activer l'amygdale, qui va à son tour activer d'autres régions du cérébral et générer une réponse de peur. On appelle cela la réviviscence de l'événement traumatique. C'est le cœur de l'état de stress post-traumatique. Réviviscence, peur que l'événement il va se reproduire.
amygdale et neurobiologie de la peur. Donc, il y a une hyperstimulation du locus ceruleus via l'amygdale qui va engendrer beaucoup de symptômes cardiovasculaires, augmentation de l'athérosclérose, ischémie cardiaque, augmentation de la tension artérielle, IDM, voire mort subite. Donc, on ne s'étonne pas, surtout ces dernières années, on entend des jeunes indemnes de toute pathologie qui sont décédés comme ça du jour au lendemain. Peut-être c'est de l'anxiété. Ils ont souffert d'anxiété pendant de longues années. Amygdale et neurobiologie de la peur, toujours pour le système endocrinien, toujours donc hyperstimulation amygdalienne qui va stimuler l'hypothalamus. Ça entraîne une augmentation du cortisol, des maladies coronariennes, augmentation du diabète de type 2, augmentation des AVC. Les affections respiratoires, de la même façon. S'il vous plaît, je vais vous demander de faire vite, de conclure, parce que le temps est largement dépassé. OK. Donc, je termine avec ça. Donc, hyperstimulation donc, de l'amygdale, du noyau parabrachial, qui est responsable. Donc, ça donne une augmentation de la fréquence respiratoire, un essoufflement et un asthme. Donc, modèle vulnérabilité stress qui explique vulnérabilité biologique et environnementale, qui explique tous les troubles mentaux. Dans la dépression, il y a un déficit en monoamine, les 3 monoamines. Il y a aussi une hypersensibilisation des récepteurs postsynaptiques. Donc, quand on donne un traitement, c'est pour augmenter les antidépresseurs en bloquant les récepteurs de la dopamine et la sérotonine. Il augmente la concentration du neurotransmetteur, désensibilise les récepteurs. Et enfin, l'effet clinique qui va venir avec un effet retard. Généralement, les antidépresseurs, ils agissent au bout de 2 à 3 semaines. Bon, les ESRS, ils bloquent donc, la recapture des neurotransmetteurs de la sérotonine pour permettre de maintenir le maximum de sérotonine au niveau de la fente synaptique. Les différents, c'est la fluoxétine, la sertraline, la paroxétine et le citalopram. C'est des médicaments de dernière génération, ils n'ont pas de contre-indication qui sont utilisés facilement. La mirtazapine, la thymide, que vous connaissez certainement comme une molécule très sédative qui n'a pas de contre-indication, on l'a dans toutes les situations. Les tricycliques, les vieux antidépresseurs, notamment, qui sont extrêmement efficaces, seulement ils entraînent des effets secondaires, de constipation, sécheresse de la bouche, etc., prise du poids, des vertiges, etc. Donc la conduite du traitement, je vais passer directement aux dépressions réactionnelles qui sont les plus fréquentes. Ils peuvent être pris en charge en ambulatoire par les médecins omnipraticiens. C'est l'indication des nouveaux antidépresseurs. Donc, on peut facilement prescrire un comprimé ou bien une gélule d'un ESRS avec une psychothérapie, du moins du soutien, généralement qui donne des résultats pour soigner la majorité des dépressions. Et je vous remercie. Merci le professeur Adja pour cette intéressante présentation.